Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Tandis que la France s'enfonce dans la dépression et sa classe politique dans le déni, le monde, lui, continue sa course. L'ordre géopolitique se transforme, effaçant les repères hérités du XXe siècle, et les grands équilibres internationaux se modifient. Le mois dernier, un acte majeur de cette recomposition pourrait bien avoir été joué à Johannesburg. La métropole sud-africaine accueillait en effet du 22 au 24 août le 15e sommet des BRICS, conférence internationale rassemblant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. 5 pays qui contestent l'organisation actuelle du monde, accusés d'être au service exclusif des intérêts américains et ambitionnent d'y substituer un nouvel ordre mondial plus multipolaire. Un projet qui semble susciter un certain enthousiasme à travers la planète, puisqu'à l'issue du sommet de Johannesburg fut annoncée l'intégration aux BRICS à compter du 1er janvier prochain de 6 nouveaux pays, parmi lesquels des alliés historiques des États-Unis, 18 autres candidatures à l'adhésion étant d'ores et déjà à l'étude pour les années à venir. Phénomène relativement nouveau, le premier sommet des BRICS dont l'Afrique du Sud n'était pas encore membre ne date que de 2009, semblant coïncider avec le recul de la mondialisation et le retour d'un monde divisé en proie aux crispations géopolitiques, la montée en puissance des BRICS sur la scène internationale suscite beaucoup de questionnements et souvent de fantasmes. Parmi les commentateurs politiques, certains voient dans le rapprochement entre la Russie et la Chine un risque d'émergence d'un véritable empire du mal et tentent de se rassurer en analysant les BRICS comme un simple épiphénomène nécessairement voué à l'échec. D'autres, bien plus enthousiastes, se plaisent à rêver d'un monde débarrassé à brève échéance de l'impérialisme américain et de la toute-puissance du dollar. Ces visions, quelque peu caricaturales de part et d'autre, sont d'autant plus dommageables que l'émergence des BRICS et l'affirmation de leurs ambitions sur la scène internationale constituent réellement un événement majeur de notre temps, qui, en fonction de la manière dont nos gouvernants choisiront d'y réagir, aura des impacts incontestables sur notre propre pays et sur la vie de millions de Français. Un événement donc à ne certainement pas prendre à la légère et qui d'ailleurs, loin de tomber du ciel, s'explique par la combinaison d'un ensemble cohérent de facteurs économiques, politiques et culturels que nous vous proposons aujourd'hui d'analyser ensemble de la manière la plus objective possible. Non pas simplement pour décrire les phénomènes à l'œuvre, mais bien pour en comprendre la signification profonde. Les BRICS sont-ils réellement en mesure de contester aux États-Unis leur rôle international et de changer en profondeur l'ordre mondial ? Quels mouvements de fond ont amené à la nouvelle polarisation du monde qui semble s'opérer aujourd'hui sous nos yeux ? Au milieu de tout cela, la France est-elle condamnée à subir les événements? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo du Fil d'Actu. Does France want to join BRICS? Yesterday, French media reported that Emmanuel Macron had a request. He wanted South African President Cyril Ramaphosa to invite him to the upcoming BRICS summit. On considère que le contexte international se complique et fait courir le risque d'un affaiblissement de l'Occident et plus particulièrement de notre Europe. Il nous faut être lucide sans être excessivement pessimiste dans ce contexte. The French president wanted to attend the BRICS summit in South Africa. Why did you not invite him? We didn't think that there was really a theme or place for him in our deliberations, and we had a great deal of business to get through. Russia has asked France to explain Macron's invite. Moscow asked if it's some sort of Trojan horse move. Il y a une dilution objective de notre population, de notre richesse produite, de notre part dans les échanges mondiaux. C'est plus vrai encore depuis la crise de 2008-2010. C'est le fruit de l'émergence de grandes puissances internationales qui s'imposent. Et si le monde tel que nous le connaissons, celui né de l'après-guerre, parachevé par la chute du mur de Berlin, caractérisé par des échanges planétaires en perpétuelle expansion, encadré par des institutions internationales et supranationales au rôle politique de plus en plus affirmé et dominé culturellement et économiquement par les États-Unis d'Amérique, était en train de disparaître, emporté par les grands mouvements de l'histoire. À quel nouvel ordre mondial donnerait-il naissance et en quoi cela affecterait-il nos vies, à nous, modestes citoyens français ? Ce sont là des questions qui lui semblaient absolument délirantes de formuler il y a encore quelques années, mais qu'il convient désormais de se poser très sérieusement, alors que les BRICS, en pleine phase d'expansion, prétendent être porteurs d'un tel changement.
Mais prenons les choses dans l'ordre. Les BRICS, c'est quoi? Il s'agit tout simplement d'un regroupement de pays ayant connu pour la plupart un développement économique important au début du XXIe siècle, entretenant des relations diplomatiques privilégiées et se retrouvant lors de sommets annuels afin d'avancer ce qu'ils estiment être des intérêts communs sur le plan international. L'acronyme renvoie aux 5 pays jusqu'à présent membres de ce groupe, actifs depuis 2009, les 4 fondateurs, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, et l'Afrique du Sud, le S pour South Africa, intégré en 2011. En vertu des décisions prises lors de son dernier sommet le mois dernier, le groupe devrait accueillir en son sein 6 nouveaux membres à compter du 1er janvier 2024. L'Argentine, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Éthiopie et les Émirats Arabes Unis. Les 11 pays représenteront alors à eux seuls 46% de la population mondiale, 36% de la richesse produite et 45% des réserves de pétrole. Un poids certainement appelé à se renforcer encore si, comme il semble le vouloir, le groupe se décidait à intégrer de nouveaux pays dans les années à venir. Pour la petite histoire, l'acronyme BRIC fut employé pour la première fois en 2001 dans une note de prospective économique rédigée pour le compte de la banque d'investissement américaine Goldman Sachs. Mais il ne renvoyait alors à aucune entité constituée. L'auteur de la note identifiait simplement 4 pays appelés selon lui à gagner en importance sur le plan économique dans les années à venir et représentant par là même un marché porteur pour les investisseurs financiers. Il était alors loin de se douter que 8 ans plus tard, les BRIC allaient prendre corps pour faire entendre leurs aspirations sur la scène internationale. Entre-temps, les 4 nations, malgré leur évidente hétérogénéité, malgré l'existence entre certaines d'entre elles de tensions économiques ou géopolitiques plus ou moins latentes, avaient su développer leurs liens diplomatiques et se trouver des intérêts communs. Sur cette base, elles acceptèrent de travailler ensemble à la réalisation d'une double ambition. Il s'agissait d'une part de renforcer la coopération économique entre des pays encore qualifiés d'émergents, et d'autre part d'obtenir une meilleure représentation au sein des institutions internationales, Organisation des Nations Unies et sommets internationaux de type G7 et G20, mais également institutions financières telles que Banque mondiale et FMI, le Fonds monétaire international. Cette aspiration, à première vue légitime au regard du poids économique et démographique des pays concernés, fut exprimée pour la première fois ouvertement et communément à l'occasion du premier sommet des BRIC tenu en juin 2009 à Ekaterinbourg, en Russie. Dans la déclaration finale, les 4 pays plaidaient également pour une réforme du système monétaire international, nous y reviendrons, et soulignaient la nécessité d'œuvrer à un ordre mondial multipolaire, plus juste et plus démocratique, basé sur le respect mutuel. Notons ici que le mot démocratique n'est pas à comprendre dans le sens où nous, occidentaux, l'entendons habituellement, mais plutôt dans le sens de respectueux de la souveraineté des États, de leur droit à faire leurs propres choix politiques, sans avoir à rendre de compte à une quelconque entité supérieure. De cette déclaration ressortait clairement la philosophie particulière qui animait les BRIC, au cœur d'ailleurs des relations entre les membres du groupe. L'idée que la coopération internationale ne doit pas signifier l'effacement des intérêts des nations, ni se faire à leur détriment. Une fois affirmé cela comme principe préalable, la déclaration d'Ekaterinbourg allait principalement dans le sens d'une plus grande intégration des BRIC à l'ordre mondial déjà établi et à ses institutions, dont les initiatives face à la crise économique mondiale alors en cours faisaient d'ailleurs l'objet de louanges. Toujours en 2009, les 4 pays décidèrent d'ailleurs d'un commun accord d'accroître leur participation financière au FMI, le Fonds monétaire international, un organisme voué à assurer la stabilité financière internationale via des prêts aux pays endettés menacés de défaut de paiement auprès des marchés financiers, via l'achat conjoint de 80 milliards de dollars de nouvelles obligations émises par l'institution. Que faire avec cet argent? Que faire de l'opportunité? Peut-être d'aider des pays européens en difficulté. Ce serait un peu le monde à l'envers. Ce serait les nouveaux grands pays émergents qui viendraient aider les vieux pays en proie aux menaces de récession. Alors comment est-ce qu'il pourrait concrètement aider l'Europe? Eh bien le problème européen, vous le savez, c'est un problème souvent de dette. L'Europe peine à se financer, à emprunter de l'argent sur les marchés. Les BRICS réfléchissent donc à des investissements. Pourtant, dans les années suivantes, cette aspiration affichée à une meilleure intégration à la mondialisation allait bel et bien prendre du plomb dans l'aile pour laisser la place à un autre projet, celui de constituer un ordre international parallèle, via la mise en place d'institutions concurrentes à celles déjà existantes. En 2014, les BRIC se dotaient ainsi d'une nouvelle banque de développement et d'un fonds de réserve d'urgence de 100 milliards de dollars, destinés respectivement, sur les modèles de la Banque mondiale et du FMI,
à financer de grands travaux d'infrastructure auprès de pays à la recherche de liquidités et à garantir une stabilité financière à ceux en proie à des difficultés de remboursement de leurs dettes publiques. Depuis, et bien que tout cela soit encore loin de se concrétiser, l'ambition des BRICS semble être ni plus ni moins que de mettre fin à la suprématie du dollar sur les échanges internationaux, un projet qui reflète la profonde dégradation depuis 10 ans des relations entre les BRICS et les anciennes puissances occidentales, États-Unis en tête. Les BRICS ne comptent que 15% des droits de vote au FMI et à la Banque mondiale, par exemple. Ou bien les BRICS représentent à peu près 3,5 milliards d'habitants contre 700 millions dans les pays développés. Mais c'est les pays développés qui continuent très largement de mener la danse, de donner les orientations. On voit bien les programmes FMI, etc. Véritable gâchis d'un projet prometteur? Pas vraiment. Car en réalité, les choses ne pouvaient guère se passer autrement, les intérêts des forces en présence étant, déjà en 2009, fondamentalement antagoniques. Dès le départ, les institutions internationales ne pouvaient satisfaire aux aspirations des BRICS, tant ces dernières sapaient, par la seule affirmation de leurs intérêts, les fondements mêmes de l'ordre économique et géopolitique que ces institutions avaient été conçues pour servir. Comprendre cela implique de battre en brèche une idée reçue, celle selon laquelle les institutions internationales seraient neutres, au seul service de la paix et d'un ordre naturel qui se serait imposé de lui-même. Si toute organisation du monde, pour se perpétuer, se doit de préserver un certain équilibre entre les nations, il importe de ne pas perdre de vue qu'une telle organisation est avant tout le produit et l'expression d'un rapport de force, et partant de là, qu'elle fait nécessairement primer certains intérêts sur d'autres. En cela, l'organisation du monde que nous connaissons aujourd'hui ne fait évidemment pas exception, comme nous allons le voir tout de suite. Ce sommet, en fait, incarne et illustre bien le décalage entre le discours occidental qui reste figé dans des certitudes et dans une vision qui est tournée vers le passé, et qui est la vision de l'après-Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre froide, et des puissances qui veulent s'émanciper de cette vision et qui, à la faveur des différentes crises, effectivement, veulent tenter de créer un ordre mondial nouveau, nonobstant les rivalités et les divergences qui peuvent exister entre ces différentes puissances. Pour le comprendre, il nous faut remonter quelques décennies en arrière, pour en arriver au moment où les fondements de cette organisation furent posés. Nous sommes alors en juillet 1944, la Seconde Guerre mondiale n'est pas encore terminée, la France n'est même pas encore libérée, mais la défaite prochaine de l'Axe ne fait déjà plus aucun doute. L'Europe est en ruine et sa reconstruction s'annonce extrêmement coûteuse. Les États-Unis et l'Union soviétique s'annoncent comme les grands vainqueurs du conflit, les seconds ayant eu à payer à la guerre un tribut humain et matériel bien plus lourd que les premiers, dont le territoire a été épargné par les combats. C'est dans ce contexte que se tient à Bretton Woods, aux États-Unis, une conférence internationale destinée à définir l'organisation monétaire internationale de l'après-guerre et à donner aux pays ravagés, notamment européens, les moyens de se reconstruire. Au cours de cette conférence, ce sont principalement deux projets qui vont se confronter. Le premier porté par le Royaume-Uni et le second porté par les États-Unis. On s'en doute, ce sera finalement le plan américain qui sera retenu, amenant un remodelage du fonctionnement de l'économie internationale en conformité avec les vues de Washington. La place de choix revient aux États-Unis. Et pour cause. Premier fournisseur de l'Europe et premier prêteur, ils détiennent 80% des réserves d'or. Voilà pourquoi les accords de Bretton Woods signent la fin de l'étalon or pour un système basé sur le dollar. En clair, toutes les monnaies sont définies en dollars et seul le dollar, lui, est rattaché à l'or. Principalement, les accords dits de Bretton Woods qui en ressortirent comprenaient deux volets. Le premier, la création de deux institutions internationales. Il s'agit là, vous l'aurez compris, du Fonds monétaire international et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui deviendra par la suite la Banque mondiale. Deux organismes dont nous avons déjà évoqué le rôle formel et sur lesquels nous reviendrons bientôt. Deuxième grand volet des accords de Bretton Woods, la refonte des règles monétaires internationales conditionnant la circulation des biens et des capitaux entre les nations. Notons que là où le plan anglais prévoyait la mise en place d'une unité de compte commune aux échanges internationaux, une sorte de monnaie extérieure aux États et servant d'étalon à la valeur, fixe et révisable chaque année des devises nationales, les États-Unis imposèrent finalement le dollar américain dans ce rôle de monnaie de référence. À partir de là, la valeur de chaque monnaie nationale se trouva ainsi définie par rapport au dollar, le dollar devenant seule monnaie
à la valeur directement adossée à celle de l'or. Bien sûr, tout cela peut sembler extrêmement technique. Ce qu'il convient d'en saisir, c'est qu'en redessinant à Bretton Woods les grandes lignes du système financier international, les États-Unis ne sont pas alors dans l'unique perspective de favoriser la reconstruction post-guerre. Ils agissent, et c'est bien normal, en conformité avec leurs propres intérêts nationaux, lesquels se confondent alors dans l'esprit des économistes, politiciens et personnalités du monde de la finance ayant travaillé au plan américain, avec ceux de leur classe dirigeante. Ces intérêts sont alors doubles, même si les deux aspects se recoupent largement. Il s'agit en premier lieu d'endiguer l'expansion du communisme dans le monde et notamment d'éviter le basculement dans le bloc soviétique de tout ou partie d'une Europe en ruine, alors que l'URSS est auréolée du prestige conféré par son rôle déterminant dans l'issue de la guerre. Un objectif qui, à partir de 1947, deviendra d'ailleurs le fondement théorique de toute la politique extérieure du président Harry Truman, marquant le début de la guerre froide. Mais qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, repose sur des bases beaucoup plus pragmatiques qu'idéologiques. Et cela nous amène au deuxième enjeu pour les Américains en cette période, la consolidation et le développement de leur puissance financière. Un développement qui passe par deux choses. D'abord, la multiplication des échanges commerciaux dans l'optique d'acquérir des matières premières à moindre coût et d'écouler les marchandises que leur appareil productif, laissé intact par la guerre, est en mesure de mettre massivement à disposition. Et par l'accroissement des investissements américains à l'international, accroissement nécessitant la levée progressive des entraves à la libre circulation des capitaux. Dans cette optique, l'expansion du communisme, fondée sur le principe de propriété collective des moyens de production, est synonyme de réduction des opportunités, car impossible d'investir dans un pays où tous les instruments de création de richesse sont contrôlés par l'État, et représente donc bel et bien un obstacle majeur pour les intérêts américains. Mais pour faire valoir leurs intérêts, les États-Unis ne peuvent se contenter d'une attitude simplement défensive. Ils doivent à la fois endiguer la menace soviétique en renforçant leur propre influence sur les pays qui présentent des risques de basculement et œuvrer à la mise en place des conditions de leur suprématie commerciale et financière, quitte pour cela à user de leur position de force pour imposer sur le plan international des règles clairement conçues pour leur donner l'avantage sur le reste du monde et en premier lieu sur leurs prétendus alliés. Et de fait, c'est dans cette optique que furent pensés les accords de Bretton Woods. Si les Américains bataillèrent notamment pour faire du dollar la monnaie internationale de référence, ce n'était pas par simple caprice patriotique, mais parce que cela leur conférait, pour reprendre les mots de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing, un privilège exorbitant, et ce, à plusieurs niveaux. Grâce à Bretton Woods, les entreprises américaines exportatrices étaient payées dans leur monnaie nationale, ce qui les affranchissait, contrairement aux autres, des coûts de conversion monétaire. Tous les pays se devaient de maintenir la stabilité de leur monnaie par rapport au dollar et donc d'ajuster leurs politiques économiques selon cet impératif, là où les États-Unis pouvaient se consacrer pleinement à des objectifs de croissance sans se soucier des fluctuations des taux de change. Le statut de monnaie de réserve mondiale du dollar les dispensait par ailleurs du besoin de stocker des devises étrangères, là où les banques des autres pays se devaient de constituer un stock important de dollars. La constitution de ce stock n'impliquait pour les États-Unis que de faire tourner la planche à billets verts, là où, pour ses partenaires, l'acquisition de 100 $ impliquait la production d'une quantité de biens équivalente. Et comme le monde entier avait besoin de dollars, eh bien le pays pouvait financer la moindre dette extérieure à des coûts très avantageux. Fondé sur l'usage international d'une monnaie nationale, ce système était donc fondamentalement asymétrique. Et cela n'allait pas aller en s'arrangeant, car en 1971, le président américain Richard Nixon décida unilatéralement de mettre fin à la convertibilité du dollar en or, et ce, afin de préserver les autres pays, lassés de financer par la seule nécessaire accumulation de dollars le déficit américain, de la tentation d'user de cette convertibilité pour échanger leurs billets verts contre des stocks d'or. Et sans surprise, tout cela permettait aux États-Unis de dominer le commerce international. Le président Nixon la déclenche par surprise le 15 août dernier. Il suspend la convertibilité du dollar, ébranlant les fondements du système monétaire, remettant en cause les bases du commerce international. Mais cette domination par la monnaie, permise par les accords de Bretton Woods, n'aurait pas été complète sans l'existence d'un dispositif particulier au droit américain, toujours en vigueur aujourd'hui, son extraterritorialité, soit le fait que ce droit s'applique au-delà des frontières des États-Unis à des personnes ou des entités morales de pays tiers, et notamment dans le domaine monétaire. Conséquence,
Toute transaction en dollars ayant lieu où que ce soit dans le monde est soumise à l'approbation de la justice américaine. Ainsi, grâce à ce dispositif bien pratique, si les États-Unis décident de sanctionner économiquement un État, toute personne, entreprise ou nation continuant d'entretenir avec cet État des relations commerciales en dollars, soit la monnaie d'échange par défaut, peut se retrouver à faire l'objet de poursuites judiciaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis Bretton Woods et jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas hésité à faire usage de cette option, une véritable arme de guerre économique, mais également géopolitique. En 2014, par exemple, pour avoir permis des transactions en dollars avec l'Iran, sous embargo américain, la banque française BNP Paribas s'est vue infliger par la justice américaine une amende de près de 9 milliards de dollars. Ainsi, combiné au rôle particulier du dollar dans les échanges internationaux, l'extraterritorialité du droit américain a permis, pendant des décennies aux États-Unis, seuls, de décider de mettre telle ou telle nation au banc de la communauté internationale, de lui couper toute possibilité de commercer et de ruiner son économie. Un super pouvoir qui a bien sûr contribué à l'affirmation de leur puissance et de leur richesse, mais également à alimenter de par le monde un profond sentiment d'injustice, qui explique sans doute en partie pourquoi les appels des BRICS à l'émergence d'un monde multilatéral rencontrent aujourd'hui autant d'écho. Ça répond à des craintes et des vulnérabilités de puissances comme la Chine, la Russie, demain ça peut être le Brésil ou l'Inde, vis-à-vis de sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés qui les feraient sortir du système financier international. Et je pense que la crise en Ukraine, enfin la guerre en Ukraine a été un révélateur de ces vulnérabilités, avec le gel des avoirs de la Banque centrale de Russie, qui a montré finalement à tous ces pays que la notion d'impartialité ou de neutralité des organisations internationales, et notamment du système financier international, était un leurre. Le leurre, il est là en fait. Et c'est en réaction à cette illusion qui et aux conséquences très dangereuses qui peuvent en découler que ces pays aujourd'hui veulent accélérer cette évolution hors du dollar et imaginer les solutions techniques, notamment fondées sur les nouvelles technologies. Mais avant d'en arriver là, attardons-nous encore quelques instants sur les accords de Bretton Woods pour revenir sur les institutions qu'ils mirent en place, le FMI et la Banque mondiale de développement. Car là encore, ces institutions n'étaient pas neutres. L'aide qu'elles procuraient aux États, l'une pour garantir leur stabilité monétaire, l'autre pour soutenir des projets de développement, n'était pas gratuite. Elle était surtout conditionnée à l'instauration, par les gouvernements, de mesures politiques favorisant l'entrée et la libre circulation des capitaux sur leur territoire national. Au fil du temps, cette tendance ne fit que se renforcer. À partir des années 1970, les prêts de la Banque mondiale devinrent un instrument de pression destiné à empêcher l'émergence, en Amérique latine, de gouvernements faisant passer les intérêts de leur population avant les intérêts des détenteurs américains de capitaux. Et à compter des années 1980, c'est le passage sous la coupe d'investisseurs privés de pans entiers de l'économie, autrefois préservés, qui devint la principale exigence du FMI. Le FMI exige en contrepartie de prêts une politique de rigueur qui provoque souvent des troubles sociaux. Il ne faut pas trop attendre de la Banque mondiale. Ça suppose justement une modification des comportements économiques. Ça, c'est un problème interne et que peut-être la Banque mondiale peut aider là-dessus. Ainsi, les institutions nées de la conférence de Bretton Woods se retrouvaient à dicter leur conduite politique à des États souverains, en utilisant des méthodes à peine plus subtiles que celles utilisées par l'Union soviétique. La différence étant que les pays aidés ne recevaient pas des commissaires politiques avec l'argent, mais des économistes formés dans les universités américaines. Et ce, depuis un siège social situé aux États-Unis, en vertu de décisions prises par des conseils d'administration où les États-Unis étaient et sont encore aujourd'hui le seul pays à disposer de fait d'un droit de veto. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que les mesures imposées soient souvent allées dans le sens des intérêts des financiers américains. Et pour terminer sur Bretton Woods, notons enfin que, selon le plan américain, un troisième organisme était supposé voir le jour avec pour mission d'encadrer le commerce international. Principalement afin d'obtenir l'abaissement généralisé des droits de douane, instrument premier des États cherchant à protéger leur production nationale contre les importations, et donc contre l'arrivée massive de produits américains. Cependant, aucun consensus ne put être trouvé sur cette question à l'issue de la conférence. Néanmoins, dès l'année suivante, les États-Unis usèrent de leur influence sur le Conseil économique et social de la toute nouvelle Organisation des Nations Unies
pour remettre le projet sur la table. Les principes du libre-échange se trouvèrent ainsi définis par un texte, la Charte de la Havane. Si son adoption échoua à son tour, c'est en parallèle et dans le même état d'esprit que furent menées des négociations amenant à la signature par 23 pays, en 1947, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT, destiné à éliminer progressivement tous les obstacles au libre-échange. Au fil des années, cet accord se généralisa à plus d'une centaine de pays et permit la levée des principaux dispositifs douaniers avant de donner naissance en 1995 à l'Organisation mondiale du commerce. Les accords du GATT qui consacrent la mise en place de la plus vaste libéralisation du commerce mondial qu'ait connue notre planète. Avec Bretton Woods, on voit donc se dessiner, dans l'immédiate après-guerre, les premiers contours d'un nouvel ordre mondial dominé par les États-Unis. Cet ordre ne s'est pas imposé de la manière romanesque que certains peuvent s'imaginer. Il n'y a pas eu de conspiration, d'assemblées secrètes, de conjurés masqués réunis dans l'ombre pour se partager le monde. Les choses se sont faites au grand jour, sous le coup d'un rapport de force entre nations aux intérêts divergents, rapport de force lui-même déterminé par les réalités matérielles d'une époque particulière. Mais cet ordre présentait néanmoins un défaut majeur. Pour qu'il se perpétue, il devait assurer aux capitaux gérés par les institutions financières américaines une croissance constante et continue. En conséquence, la libre circulation des biens, le passage sous capitaux privés de tous les pans de l'économie, la refonte de la division du travail à l'échelle mondiale afin de baisser les coûts de production, l'effacement des intérêts nationaux au profit du secteur financier étaient inscrits dans son ADN même. Un tel principe fondateur ne pouvait bien sûr être sans conséquences multiples. Bientôt, pour maintenir un niveau de profit acceptable, il exigerait la délocalisation de l'appareil productif dans les pays à bas coût, entraînant la désindustrialisation de nos pays occidentaux, un phénomène que nous avons déjà amplement évoqué sur cette chaîne. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'ordre mondial esquissé à Bretton Woods exigeait surtout l'intégration de toujours plus de nations et toujours plus de secteurs productifs afin de garantir une plus-value toujours plus importante aux détenteurs de capitaux. On peut donc dire que dès 1944, l'organisation du monde autour des intérêts américains portait en elle les germes de la mondialisation, son aboutissement logique. Pour que cet ordre se maintienne, il fallait donc que les nations s'y soumettent. Or, on s'en doute, toutes n'étaient pas prêtes à accepter tout ce que cela impliquait, à savoir le renoncement à leur souveraineté pour se plier à des décisions politiques imposées de l'extérieur, le tout pour se voir dépossédés d'une partie de leur richesse. Il faut dire que présenté comme ça, le projet n'était guère viable, et certains gouvernements y voyaient ni plus ni moins qu'une nouvelle forme de colonisation. D'où, dans les années 1960, la généralisation de par le monde d'une dénonciation d'un impérialisme américain, par analogie aux anciens empires coloniaux. Pourtant, la situation était plus complexe qu'il n'y paraît aujourd'hui avec le recul. Déjà parce que face au projet d'organisation du monde vendu par les États-Unis, l'autre projet, celui porté par l'Union soviétique, était loin de susciter un enthousiasme absolu. Certes, au sortir de la guerre, les partis communistes étaient alors apogés dans le monde entier, mais les contradictions du modèle soviétique, les crimes de Staline, les ingérences de Moscou dans les affaires des États prétendument souverains commençaient à susciter un malaise qui allait devenir de plus en plus palpable. Si certains pays voyaient d'un mauvais œil les projets de l'oncle Sam, la perspective de tomber dans l'escarcelle de l'URSS n'était certainement pas plus réjouissante pour eux. Dans ces conditions, nombre d'entre eux, et notamment parmi les pays ex-colonisés, tentèrent le non-alignement, soit une voie de développement autonome soustraite à la tutelle des deux superpuissances. Néanmoins, l'expérience ne fut guère couronnée de succès. La faiblesse des économies des pays concernés les contraignait au final à se choisir un protecteur. Confrontés à la concurrence soviétique et à des aspirations d'indépendance faisant obstacle à l'expansion de leur modèle et donc à la condition de leur puissance, les États-Unis employèrent donc les grands moyens, et ce, à plusieurs niveaux. Pour commencer, ils utilisèrent comme personne auparavant la culture comme moyen de diffusion d'un ensemble de valeurs et de principes dont ils se faisaient les garants et servant de justification à leur projet d'organisation du monde. Le cinéma, la musique, la littérature devinrent à compter des années 1950 des instruments majeurs de ce que l'on appellera bientôt le soft power américain, soit l'influence par des moyens non coercitifs, et ce à l'échelle mondiale, même si en réalité l'entreprise de séduction fonctionnait surtout sur les pays de culture proche, déjà inclus dans l'ère occidentale.
Dans l'imaginaire collectif, les États-Unis devenaient un symbole de liberté individuelle dans un monde où les frontières constituaient autant d'entraves et le garant de la démocratie face à des Russes cherchant à contrôler nos esprits et à déployer leurs espions partout. Notons ici que les mots liberté et démocratie sont à comprendre dans un sens particulier, celui de situation où les États n'usent pas de leur souveraineté pour empêcher les individus et les entreprises de commercer comme ils l'entendent, sans avoir à rendre de compte à une quelconque entité politique supérieure agissant au nom du collectif. Mais si la construction d'un rêve américain a été très largement documentée, elle ne doit pas faire oublier qu'en défense du sacro-saint libre-échange, les États-Unis n'ont pas hésité à user de moyens nettement moins sympathiques que ceux conçus par Hollywood, et notamment le recours régulier à la force armée, y compris contre la démocratie qu'ils prétendaient servir. Au fil des décennies, nombre de pays dont les gouvernements remettaient en cause la primauté des intérêts américains sur leur développement propre firent ainsi l'objet de tentatives de déstabilisation, voire de coups d'État appuyés par l'oncle Sam. L'exemple le plus marquant reste sans doute celui du Chili, dont le gouvernement démocratiquement élu fut renversé en 1973 par le général Pinochet, à l'origine de l'une des plus sanglantes dictatures de son époque, mais prompt à appliquer soigneusement toutes les recommandations des économistes généreusement envoyés par Washington pour l'orienter dans ses choix. D'autres pays furent bien sûr soumis à de féroces embargos économiques, dont certains sont toujours en vigueur, on pense notamment à Cuba ou encore à l'Iran, mais également à des interventions armées. Parfois indirectes, via un soutien à des forces intérieures, dont certaines qui n'hésitèrent pas à se retourner contre leurs anciens alliés une fois la victoire acquise. On pense bien sûr ici aux combattants, parmi lesquels un certain Oussama Ben Laden, que les États-Unis armèrent dans les années 80 pour combattre le gouvernement pro-soviétique d'Afghanistan, et parfois des interventions militaires directes dans les 3 pays que nous venons de citer, mais également en Corée, au Liban, en Indonésie, au Nicaragua et dans nombre de pays d'Amérique latine, sur le continent européen dans les pays de l'ex-Yougoslavie, et bien sûr, pour les cas les plus célèbres, au Vietnam dans les années 1960 et 70, en Irak dans les années 90 et 2000. Toujours, officiellement, au nom de la liberté et de la démocratie. Dans ce contexte, il est évident que l'intégration à l'ordre économique voulu par les États-Unis faisait souvent figure d'offres que l'on ne pouvait pas refuser. Pour autant, dire qu'une telle inféodation ne se faisait alors que sous la menace serait réducteur. Car si l'ordre mondial n'avait été conçu qu'à l'unique profit de la classe dirigeante américaine, le modèle n'aurait certainement pas tenu aussi longtemps et se serait effondré assez rapidement, au même titre que celui porté par le rival soviétique. En réalité, pour les nations qui acceptaient de payer le prix fort, l'intégration offrait des perspectives de développement indiscutables. Un développement certes chaotique, fondé parfois sur une industrialisation à marche forcée, le travail des enfants ou le déversement de produits dangereux dans les rivières, et où les principaux bénéficiaires restaient les détenteurs étrangers de capitaux et les organismes privés chargés de leur valorisation, mais un développement néanmoins. Aussi, malgré des réticences compréhensibles, nombre de pays choisirent au fil des années d'adopter une attitude pragmatique et d'accepter la main tendue de Washington. Un à un, ils levèrent les barrières à la libre circulation des biens et des capitaux, ouvrant la voie à la mondialisation des échanges, processus qui allait encore s'accélérer dans les années 1990, après la chute définitive de l'Union soviétique. Le libre-échange mondialisé triomphait alors, et l'ensemble des nations s'y retrouvaient incorporées de gré ou de force. What I argue in the book is that liberal democracy comes much closer to fitting human nature in that sense than virtually any type of prior, form of government or political organization or social organization. Certaines déchantèrent alors rapidement. La Russie notamment, qui fut littéralement dépecée après la chute de l'URSS. D'un modèle économique où absolument tout était placé sous le contrôle de l'État, on passa à l'extrême inverse. Du jour au lendemain, tous les secteurs d'activité furent bradés aux investisseurs institutionnels. Conséquence, la production s'arrêta brutalement, le chômage et la misère atteignirent des niveaux inédits, l'État s'effondra, purement et simplement au bénéfice de mafias locales, et le niveau de vie général s'écroula d'une manière inimaginable, allant jusqu'à faire regretter l'époque soviétique à de larges pans de la population. Un véritable traumatisme pour les habitants de l'ex-deuxième puissance mondiale, qui explique grandement la popularité dont bénéficia par la suite, et bénéficie toujours, Vladimir Poutine dans son pays. C'est en effet sous sa présidence que la Russie retrouva une forme de puissance et de prospérité, en jouant le jeu du libre-échange international, tout en réinvestissant les revenus tirés de l'exportation de ses matières premières dans la reconstruction de son industrie, sous supervision de l'État, dans une optique d'indépendance nationale.
Un équilibre assez subtil entre ouverture et planification, entre acceptation de l'ordre international et défense des intérêts nationaux, qui permit à la Russie de se reconstruire dans les années 2000-2010. Mais pour d'autres pays qui avaient accepté les principes du libre-échange mondialisé, les choses ne se passèrent pas aussi mal que pour la Russie post-soviétique. Certes, l'afflux de capitaux rapportait surtout aux fonds d'investissement et autres banques d'affaires new-yorkaises, et certes, les conditions dans lesquelles la production s'effectuait étaient calamiteuses à bien des niveaux. Mais au fur et à mesure que les usines occidentales quittaient le Michigan ou le Pas-de-Calais pour aller s'implanter en Chine ou ailleurs, on y assistait à une montée en gamme de l'industrie, des formations et des salaires. Autour, les métiers de service se développaient, le niveau de vie grimpait, laissant émerger une nouvelle classe moyenne nationale dont les besoins à leur tour nécessitaient que l'on y réponde par davantage d'activités. Dans les pays dont la richesse découlait de l'extraction des matières premières, on assistait au même phénomène, ainsi qu'à l'enrichissement rapide d'une élite nationale. De là à dire que l'ordre international hérité de l'après-guerre s'avéra bénéfique pour tous, il n'y a qu'un pas. Et pourtant, les choses sont loin d'être aussi évidentes. Car au final, les pays ayant accepté la mondialisation y furent d'autant plus gagnants qu'ils ne se dissolvèrent pas dans cette mondialisation et qu'ils surent jongler entre acceptation de ses principes et préservation de leurs propres intérêts, que ce soit en investissant dans des outils de production à même de répondre prioritairement aux nouveaux besoins de leur marché intérieur, ou en soustrayant progressivement certains secteurs clés de leur économie aux investissements venus de l'étranger. Ainsi, paradoxalement, là où la mondialisation devait signifier l'extinction des intérêts nationaux, les nations ayant joué le jeu par pragmatisme, sans tomber dans l'illusion véhiculée par l'Amérique d'un monde uni dans un intérêt commun appelant à la disparition des frontières et des cultures, se trouvèrent renforcées sur leur base. Désormais, elles bénéficiaient même d'un certain ascendant sur les pays autrefois industrialisés, auprès desquels elles avaient su se rendre indispensables et qui, eux, subissaient de plein fouet les conséquences de la destruction de leur propre appareil productif délocalisé pour satisfaire les exigences de taux de profit des investisseurs de Wall Street. Et nous en venons à la grande contradiction, à l'ironie suprême qui entoure la mondialisation, le fait qu'en tant que processus historique découlant de l'ordre économique mis en place pour servir les intérêts américains, son aboutissement logique n'est autre que sa dislocation sous le coup d'intérêts nationaux divergents qui n'auraient pas pu s'affirmer sans elle. Et partant de là, la fin de l'ordre économique à l'origine de cette mondialisation et le déclin inéluctable des intérêts au service desquels cet ordre avait été bâti. D'un côté, la mondialisation a indéniablement permis à des nations de connaître un développement accéléré. Ce développement n'avait néanmoins vocation qu'à assurer les intérêts de la classe dirigeante américaine et devait à ce titre s'accompagner d'une acceptation de son ordre mondial, d'un abandon du principe même d'intérêts nationaux susceptibles de faire de l'ombre à cet ordre, et pour cela de l'acception de l'idée d'une supériorité morale des États-Unis, phare de la liberté à travers le monde. Mais en réalité, les choses ne se sont pas passées comme ça. Les nations dites émergentes ont pris ce qu'il y avait à prendre, mais n'ont pas renoncé à leurs propres intérêts, et n'ont jamais accepté l'idée d'une supériorité américaine sur leur propre culture, souvent bien plus ancienne et bien plus ancrée que celle d'un pays fondé il y a à peine plus de 200 ans. Non seulement la mondialisation n'est pas parvenue à briser les ambitions nationales, mais elle a surtout permis à ces dernières de s'exprimer avec plus de force, en dotant les nations d'un appareil productif moderne et donc de moyens dont elles ne disposaient pas jusqu'alors. Les moyens de renouer avec des considérations laissées un temps de côté, territoriales par exemple, mais aussi de développer son propre marché intérieur, d'assurer sa propre prospérité, sur la base de principes propres et pas établis par des institutions étrangères prétendant faire la pluie et le beau temps. Plus que tout, la mondialisation a donné aux nations, et nous disons donné par facilité, mais en réalité tout cela a été arraché au prix fort, comme nous l'avons vu, les moyens d'une indépendance accrue à laquelle ils ne pouvaient prétendre 40 ans auparavant. Les moyens de développer leurs propres partenariats, les moyens d'être des sujets géopolitiques à part entière, et non simplement les pièces d'une machinerie complexe uniquement vouée à favoriser une libre circulation, en réalité à sens unique, des marchandises et des capitaux. En face, les États-Unis ont suivi une trajectoire bien différente. Si leur secteur financier a su profiter au maximum de la mondialisation, la destruction de leur industrie, sa délocalisation massive, les a rendus profondément dépendants du reste du monde. Reste du monde donc dont la priorité n'est plus de les servir, en même temps qu'elle a nourri sur leur sol de profonds déséquilibres sociaux.
la très grave crise des opiacés qui ravage ces anciennes régions industrialisées, tout comme la division profonde au sein de la population qui transparaît un peu plus sûrement à chaque élection et qui pose la question à moyen terme de l'unité du pays, en sont des conséquences directes. Surtout, si pour le moment, le poids du pays sur la scène internationale, les outils qu'il a su mettre en place pour garantir sa position dominante, lui permettent encore de préserver les intérêts de ses investisseurs, ces intérêts s'étant par ailleurs détachés autant qu'il était possible de leur fondement, la production réelle, grâce à la mise en place de produits financiers toujours plus complexes, qui ont certes permis aux profits de se maintenir, mais qui ont également rendu l'économie considérablement plus fragile et plus instable, comme l'a parfaitement révélé la crise des subprimes de 2007-2008. Si pour le moment les choses continuent de tourner, chaque affirmation nouvelle des pays autrefois émergents allant dans le sens d'une indépendance accrue est un coup supplémentaire porté à la domination de l'Amérique, à la perpétuation de son ordre et donc aux conditions de sa prospérité. La première preuve de cela, c'est l'inclusion de l'Arabie Saoudite et des Émirats dans ce nouvel ensemble élargi, parce que ce sont des pays qui ont, comme on dit, des deep pockets, qui peuvent financer un nouveau système financier basé sur une monnaie des BRICS ou une unité de réserve qui serait elle-même adossée au pétrole et à l'or, par exemple. Et c'est là que l'émergence et la structuration des BRICS prennent tout leur sens en tant que phénomène historique. Ce qui se joue aujourd'hui sous nos yeux, c'est tout simplement la tentative de la part des pays s'étant développés dans le cadre de la mondialisation, certaines comme l'Arabie Saoudite étant des alliés de longue date des États-Unis, d'autres ayant été intégrés dans les années 80 ou 90 de gré ou de force, de s'affirmer comme des puissances souveraines au service de leurs propres intérêts. Mais nous le savons désormais, nous avons vu pourquoi, une telle affirmation est fondamentalement incompatible avec l'actuel ordre mondialisé. D'où, depuis 15 ans, l'évolution notable du discours des BRICS, délaissant progressivement la volonté inaccessible de meilleure intégration au profit d'une logique d'affrontement. La seule issue possible, au final, du processus en cours. Mais est-ce à dire que nous en serions revenus à la situation de la guerre froide, celle de deux blocs engagés dans une lutte à mort, ne pouvant se solder que par la destruction de l'un des deux? Si l'on ne peut s'empêcher d'y penser, la pertinence d'une telle comparaison est cependant limitée, car outre le fait que les BRICS sont davantage une coalition de circonstances, d'intérêts divers qu'un projet défini d'organisation du monde, et l'histoire nous dira si c'est là une force ou une faiblesse, à l'heure actuelle, aucun des deux camps en présence n'est à même de se passer de l'autre. On l'a dit, pour continuer à prospérer, les États-Unis ont besoin des autres pays. Plus exactement, ils ont besoin de les garder sous leur tutelle. Ils ont besoin de leurs matières premières, ils ont besoin de leur capacité de production, ils ont besoin de la plus-value qu'ils leur extorquent. En cela, et toute chose égale par ailleurs, le mouvement porté par les BRICS s'apparente pour les intérêts américains plutôt à ce qu'a pu représenter au siècle dernier pour les empires coloniaux de l'ancienne Europe l'émergence des mouvements anticolonialistes. Mais de l'autre côté, les pays des BRICS, comme ceux qui aspirent à les rejoindre, ont toujours, à l'heure actuelle, besoin des revenus que leur confère le commerce avec les États-Unis et leurs proches alliés occidentaux, et ne peuvent certainement pas se permettre une guerre ouverte. Et ce, d'autant plus que nous parlons là, encore une fois, de pays qui n'ont pas tous la même histoire, qui n'ont pas tous connu le même niveau d'intégration aux échanges internationaux, et donc n'ont pas tous exactement les mêmes intérêts. Dans ce contexte, une sécession du monde ne paraît donc guère à craindre dans les mois à venir. La situation est davantage celle où chacun tente de consolider ses positions et de tirer le meilleur parti de ses relations avec l'adversaire, tout en usant de tous les moyens dont il dispose pour lui mettre des bâtons dans les roues, afin de l'affaiblir dans l'espoir qu'il soit le premier à s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions, mais en prenant bien garde de ne pas franchir le point de non-retour. Dans le même temps, le combat se joue également sur le terrain des représentations, chacun s'efforçant de se donner le beau rôle et de délégitimer le camp d'en face aux yeux des pays tiers, dans le but de conserver ou d'étendre sa zone d'influence. Du côté américain, on dénonce les atteintes à la démocratie et aux droits humains par la Chine ou par la Russie. On pointe les divisions entre les pays des BRICS, la folie présumée des dirigeants dont les décisions seraient fondamentalement irrationnelles, ou leur incapacité à gérer correctement une économie. On met l'accent sur leur isolement sur la scène internationale dans une opération performative destinée à favoriser cet isolement. De manière générale, on décrit l'adversaire comme faible, incompétent, tyrannique et sanguinaire, quitte parfois à davantage s'en convaincre soi-même qu'à convaincre les pays qui pourraient être tentés par la bascule. Car de l'autre côté, la guerre de communication fait également rage.
Si les sanctions imposées à la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine sont avant tout un instrument de pression économique, la Russie sait également les retourner à son avantage dans ses discours au monde, en faisant la preuve d'une ingérence dans les affaires des autres au mépris de toute souveraineté nationale, d'une Amérique arrogante se prenant toujours pour le gendarme du monde malgré son incontestable déclin. Un déclin qui serait notamment lié à une décadence civilisationnelle et morale de l'Occident, décadence qui s'incarnerait dans tous les phénomènes sociétaux enflammant les réseaux sociaux. Un discours qui peut sembler anodin vu d'ici, mais qui, dans des pays où les valeurs traditionnelles restent extrêmement partagées, en Afrique, en Amérique du Sud ou dans la péninsule arabique, résonne d'autant plus que les BRICS, eux, ne prétendent pas imposer de système de valeurs universel. Enfin, en face d'un Occident décadent, belliqueux et arrogant, les pays des BRICS n'hésitent pas à déployer des trésors de diplomatie pour tenter d'apaiser des conflits ancrés dans la durée, en ayant favorisé par exemple en avril 2023 un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui semblait impossible à nombre d'experts internationaux. La Chine a marqué des points importants sur ce terrain, apparaissant comme un partenaire diplomatique extrêmement sérieux et responsable. Bien sûr, tout cela est encore une fois à prendre de part et d'autre comme un jeu plus ou moins habile destiné à faire valoir ses intérêts. Chacun, de son propre point de vue, a des raisons d'agir comme il le fait, et la question aujourd'hui n'est certainement pas de savoir qui est le gentil ou qui est le méchant. En revanche, il est permis de se demander comment les choses vont évoluer dans les années à venir. Les BRICS arriveront-ils à mettre en place une monnaie commune leur permettant de se passer du dollar dans leurs échanges ? Les États-Unis vont-ils mettre la Chine à genoux en la privant de processeurs de pointe? Les pays producteurs de pétrole, membres et alliés des BRICS, vont-ils provoquer de graves troubles en Amérique en limitant leurs exportations et en faisant grimper en flèche les cours du baril? Les BRICS vont-ils réussir à faire front sur la durée contre un ennemi commun et réussir même à faire taire des conflits historiques au nom de la lutte pour un monde multipolaire? Ou bien les tensions entre la Chine et l'Inde, entre l'Égypte et l'Éthiopie, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite vont-elles reprendre le dessus et faire éclater leur fragile unité? La Russie va-t-elle être mise en échec dans sa guerre de conquête du territoire ukrainien, ou au contraire démontrer que la protection américaine ne constitue plus une garantie de quoi que ce soit dans le jeu géopolitique? La Chine va-t-elle s'effondrer des suites d'une crise immobilière? Une nouvelle guerre civile va-t-elle éclater aux États-Unis à l'annonce des résultats de leurs prochaines élections? Nous sommes malheureusement incapables de répondre à toutes ces questions, et nous ne saurions que trop vous conseiller de vous méfier de ceux qui prétendent pouvoir le faire. Les facteurs à prendre en compte sont tout simplement trop nombreux, trop complexes, trop mouvants, pour être parfaitement appréhendé par un esprit humain aussi brillant ce dernier soit-il. Reste que, comme nous l'avons vu, le processus historique que la mondialisation a mis en branle est désormais clairement celui de sa propre désintégration, d'un resserrement des échanges internationaux et d'un recentrage sur les intérêts des nations, et que ce mouvement ne peut que conduire à terme à la dislocation de l'ordre économique et géopolitique que nous connaissons. Que l'action des BRICS suffise ou non à provoquer cette dislocation, et ce qui découlera précisément de cette dernière lorsqu'elle adviendra, est impossible à prévoir. Si les BRICS échouent dans leur projet, d'autres équilibres en ressortiront, qui à leur tour, par d'autres voies qui ne nous sont pas encore connues, mèneront à la remise en cause de cet ordre mondial hérité du XXe siècle et à l'émergence d'un nouveau. Pris dans ce processus complexe, la seule question qu'il convient réellement de se poser est celle de l'attitude que la France se doit d'adopter. Car de fait, la démondialisation en cours nous affecte, collectivement, aussi bien qu'individuellement, et bien plus que nous pourrions le croire, nous citoyens français. Et les choses ne vont certainement pas se calmer dans les années qui viennent. Car si nous l'avons peu exposé aujourd'hui, le fait est qu'au siècle dernier, les puissances européennes, ruinées par la guerre et la fin des empires coloniaux, se sont engagées corps et âme derrière les États-Unis dans le processus d'ouverture des échanges qui allait mener à la mondialisation. Au passage, afin de satisfaire aux exigences de la finance en matière de taux de plus-value, nos nations ont sacrifié toute leur industrie, tous leurs outils de production de richesse, en mettant en place les conditions de leur délocalisation, se rendant ainsi entièrement dépendantes des puissances émergentes concernant l'accès aux biens que nous produisions massivement auparavant. Des années durant, nous avons ainsi été maintenus dans cette illusion que la situation pourrait durer éternellement, que les pays à bas coût de production continueraient de nous servir indéfiniment, et que les États-Unis, qui avaient accepté dans les années 1940 de nous reconstruire à coups de dollars en échange de notre partenariat économique et politique, étaient à jamais nos amis.
Pendant des années, nous avons cru à la fable selon laquelle, en géopolitique, existent des amitiés indéfectibles, fondées sur des principes supérieurs et non uniquement des intérêts nationaux particuliers, se retrouvant parfois autour d'alliances de circonstances. Aujourd'hui, cette illusion est en train de se dissiper sous nos yeux. Non seulement il s'avère que les pays, désormais plus industrialisés que le nôtre, ne vivent pas pour nous servir, mais encore que nos indéfectibles alliés n'hésitent plus à nous laisser tomber maintenant que leurs intérêts sont menacés et que leur perpétuation l'implique. Nous voilà ainsi brutalement projetés dans un monde où nos amis allemands n'hésitent plus à peser de tout leur poids européen pour s'aborder notre nucléaire civil ou à se fournir en équipement militaire auprès des États-Unis plutôt qu'auprès de nous. Nos amis américains n'hésitent plus à utiliser leurs principes d'extraterritorialité et à instrumentaliser leur système judiciaire afin d'emprisonner des cadres de l'entreprise française Alstom afin de faire pression sur elle pour favoriser son rachat par General Electric. Et les amis américains de nos amis allemands n'hésitent plus non plus, visiblement, à les priver de leur accès au gaz russe pour mieux leur vendre leur propre gaz naturel liquéfié, plus cher, le tout en mettant en place, via une politique protectionniste d'une rare ampleur, les conditions nécessaires à l'accueil sur leur territoire des entreprises allemandes qui ne supporteraient pas la hausse des coûts de production résultat de cette manœuvre. Aujourd'hui donc, le piège est en train de se refermer sur nous. Car dans un contexte de contraction des échanges et de démondialisation, la dépendance à l'extérieur, sciemment organisée et entretenue par nos dirigeants politiques, produit des effets dévastateurs. C'est de cette situation particulière que naissent la plupart des difficultés socio-économiques auxquelles nous faisons désormais face, à commencer bien sûr par les plus évidentes, l'inflation sur les biens essentiels et les carburants, ou encore les pénuries multiples qui nous frappent, que celles-ci concernent les médicaments ou les matériaux dont nos artisans ont besoin. Des phénomènes qui ne peuvent que s'aggraver encore et encore au fur et à mesure que les échanges internationaux se restreindront, et ce, tant que la France n'aura pas retrouvé son appareil productif. Alors, confrontée à des processus mondiaux sur lesquels elle n'a guère de prise et qui la tirent structurellement vers le bas, que doit faire la France ? La réponse semble assez claire. Pour renouer avec la puissance, elle doit renforcer son indépendance. Et pour cela, sa priorité absolue doit être de reconstruire un appareil productif digne de ce nom. Fondamentalement, nous l'avons dit ici maintes et maintes fois et nous le répétons, c'est notre thèse centrale au fil d'actu, c'est la production qui est source première de richesse et qui constitue le fondement de toute organisation sociale. Nous l'avons vu dans nos dernières vidéos, c'est l'abandon de la production à compter des années 1970 qui a plongé la France dans le marasme, qui l'a rendue faible, dépendante, incapable de subvenir aux besoins de sa population. Dans un contexte de démondialisation, persévérer dans cette voie nous condamne purement et simplement à la mort. Depuis plusieurs années maintenant, les Français constatent une dégradation constante de leurs conditions de vie. Mais habitués à une prospérité relative, nous nous convainquons encore que ce n'est qu'un mauvais moment à passer, que tôt ou tard, les choses vont bien finir par s'améliorer d'elles-mêmes. Le problème est que sans reconstruction préalable de notre appareil productif, il n'y a absolument aucune raison que cela arrive. Sans reconstruction de notre appareil productif, notre situation est appelée à se dégrader encore et encore et encore. À tendre en fait vers celle que vivent déjà nos compatriotes d'outre-mer, en Guadeloupe ou à Mayotte. Comment alors reconstruire notre appareil productif ? Nous n'allons pas traiter de cette question aujourd'hui, la vidéo est déjà assez longue, et nous l'avons déjà fait en partie dans nos 2 dernières vidéos, et c'est un sujet sur lequel, vu son importance, nous serons de toute façon appelés à revenir régulièrement. Aujourd'hui, il y a déjà un enjeu à s'accorder sur le fait que la reconstruction d'une production nationale constitue précisément l'enjeu politique majeur de notre époque. Partant de là, il est tout à fait permis de débattre, de ne pas être d'accord sur ce que représenterait un plan de réindustrialisation digne de ce nom. Le problème demeure que cette question centrale est aujourd'hui totalement absente du débat politique. À l'heure actuelle, le sujet devrait être la préoccupation majeure de toute la classe politique, tous bords confondus. Au lieu de cela, ces représentants ont décidé de devenir des parodies d'eux-mêmes et de se focaliser uniquement sur des polémiques stupides et des sujets secondaires, du crop top aux côtes de bœuf, des lacs du Connemara aux jeux vidéo qui rendent violents. Pourtant, tant que cette question de la production n'aura pas été empoignée à bras-le-corps par les dirigeants quels qu'ils soient, le pays continuera de s'enfoncer dans la crise jusqu'à imploser. Ou plus vraisemblablement jusqu'à ce que la corde casse et que tôt ou tard, cette question finisse par s'imposer par le bas.
Ce jour-là, il y a fort à parier que ceux qui auront laissé la France dépérir regretteront amèrement de ne pas avoir agi tant qu'ils en avaient l'occasion. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Nous espérons que cette vidéo vous a intéressé, vous a aidé à remettre en perspective les événements en cours. Si tel est le cas, nous vous invitons bien entendu à la partager autour de vous, à en discuter avec votre entourage et à faire connaître notre travail autour de vous. En cette nouvelle saison qui commence, nous tenons bien évidemment à remercier tous les tipeurs qui contribuent à faire vivre cette chaîne en la soutenant financièrement via notre page Tipeee, dont le lien se trouve en description sous la vidéo. Vous l'ignorez peut-être, mais le fil d'actu est une chaîne totalement indépendante qui ne vit que du soutien de ceux qui la regardent. Nous refusons toute subvention, tout placement de produits, tout financement par des boîtes de prod ou des riches mécènes. Notre seule source de revenus, c'est vous. On gagnerait peut-être beaucoup mieux notre vie autrement, mais alors nous ne serions plus totalement libres de nos contenus, nous serions soumis à des intérêts extérieurs, et alors nous n'aurions plus aucune crédibilité à vous parler de sujets économiques et politiques. Notre indépendance, elle ne se négocie pas, et si elle est possible, c'est uniquement grâce à vous, les tipeurs. Donc merci du fond du cœur de nous offrir ça, merci de votre confiance et de votre fidélité, et ce, d'autant plus que vous l'avez vu, durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons produit beaucoup moins de vidéos qu'auparavant. À cela, il y a bien sûr une raison principale, c'est que les vidéos qui en sont ressorties étaient beaucoup plus longues qu'à l'accoutumée, et surtout beaucoup plus fouillées, afin d'aller véritablement au fond des choses, et pas de nous cantonner à de la simple réaction à l'actualité, comme vous pouvez en trouver sur plein d'autres chaînes. Face à cette évolution, vous avez d'ailleurs été très nombreux à nous faire des retours extrêmement positifs concernant notre contenu et sa qualité. Notre vidéo sur le produit intérieur brut notamment, qui illustre parfaitement notre nouvelle orientation, a été particulièrement bien reçue et nous en sommes extrêmement flattés. Néanmoins, la qualité, ça prend du temps. Et il est arrivé que nous restions plus de 2 mois sans sortir de vidéo, ce qui bien sûr n'a pas été sans impact sur les revenus de la chaîne. Cette année, nous allons donc tenter de trouver un meilleur équilibre avec au minimum une vidéo par mois, tout en travaillant à côté à des projets dont nous ne manquerons pas de vous donner bientôt les détails, mais surtout en essayant de conserver notre niveau d'exigence envers nous-mêmes et sur nos contenus. Ainsi, si vous appréciez ce que nous faisons, si notre démarche vous parle, si nos contenus vous intéressent, et bien sûr si vous en avez les moyens, nous vous invitons à soutenir financièrement notre travail en rejoignant la communauté des tipeurs du fil d'actu. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien vers notre page Tipeee dans la description sous la vidéo, de choisir le montant à hauteur duquel vous souhaitez nous soutenir, 2 €, 5 €, 10 € ou plus, de choisir s'il s'agit d'un type unique ou d'un soutien mensuel, et de vous laisser guider. On vous dit merci d'avance et bienvenue dans l'aventure. Et si votre situation financière ne vous permet pas de nous soutenir, pas de panique, on vous remercie déjà de vous être posé la question et sachez que quoi qu'il arrive, nos contenus resteront toujours gratuits. Merci à vous d'être là, c'est déjà énorme. Sur le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents réseaux, Facebook, Twitter et Instagram, afin d'être sûr de ne rater aucun de nos nouveaux contenus. Pensez également à laisser un pouce en l'air et un commentaire sous cette vidéo, ça fait plaisir, ça améliore son référencement et c'est toujours un plaisir de vous lire. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle année. Prenez soin de vous et on vous dit à très vite pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.